également dans le journal. Israël qui a donc l'intention d'intensifier ses frappes sur la bande de Gaza. C'est ce que le pays annonce aujourd'hui, 2 semaines donc après cette attaque du Hamas. L'armée israélienne qui prépare toujours cette offensive terrestre. Pour en parler avec nous, notre invité Younes Belfella. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et directeur du MedFocus Think Tank. Israël qui, donc je disais, a prévu d'intensifier ses frappes sur la bande de Gaza. Pour quel objectif ? Ça se voit clairement qu'on est sur une opération qui est en train de se préparer. Ça a pris beaucoup de temps d'ailleurs parce que c'était prévu que ça se fait depuis la dernière semaine. Je crois qu'elle vient dans un cadre quand même qui change parce que on voit qu'il y avait la visite de Biden qui a amené quelques éléments de réponse par rapport à cette question de l'opération militaire. C'est-à-dire que la visite de Biden, certainement, elle a montré un soutien pour Israël, mais également c'était pour tracer les lignes rouges, on va dire, de cette intervention militaire. Les objectifs déclarés par l'armée israélienne, notamment la question de l'éradication de Hamas, ça se voit que c'est des objectifs qui sont très réalistes pour les Américains. Et donc, je crois que c'est une opération actuellement qui va sanctionner le Hamas, qui va faire de la dissuasion. Et également, ça doit normalement rendre un petit peu de l'honneur, ou on va dire, ou le prestige de l'armée israélienne. Donc, c'est ça ce qui est normalement planifié. En même temps, ça vient dans un cadre quand même d'une une détente un petit peu diplomatique, parce que la question des prises d'otages, on a vu qu'il y avait libération de 2 otages américains. Donc, c'est un message et c'est un signal qui est très très fort de la part de Hamas qui veut qu'elle est intéressée par une négociation. Et donc, je crois que la contrepartie, ça peut également être la question de la forme, le volume et également l'étendue de cette opération militaire dans la bande de Gaza. En même temps, la position des pays arabes, principalement l'Égypte et la Jordanie, qui ont refusé un déplacement ou un transfert des habitants de la bande de Gaza vers le Sahara du Sinaï ou bien vers la Cisjordanie, a quand même limité les choix de l'armée israélienne. Maintenant, dans une guerre, effectivement, militairement, Israël, c'est plus fort. On est face quand même à une guerre asymétrique. Mais politiquement, on sent quand même que le Hamas a réalisé des objectifs sans précédent et que c'est l'Iran qui profitera, bien évidemment, politiquement, on va dire, de cette situation géopolitique. Le Qatar qui compte aussi toujours jouer les intermédiaires, oui, financiers également. Et ça, c'est pas dans l'intérêt du Qatar que l'Iran, je dirais, est une mainmise totale pour le Hamas dans les territoires palestiniens. Clairement, mais après, il faut savoir quand même que le Qatar, c'est un cas quand même qui est très spécial parce que le Qatar, c'est un État fonctionnel, c'est une plateforme. Il s'agit de 2 bases militaires américaines, Al-Udeid et Silia, une chaîne de télévision, Al Jazeera, et beaucoup d'argent. C'est ça le Qatar en fin de compte. Déjà même le nombre d'habitants, c'est 300 000 personnes. C'est une minorité par rapport au nombre d'étrangers qui travaillent dans le pays. Beaucoup d'investissements à l'étranger. Et beaucoup d'investissements à l'étranger pour avoir une certaine influence, un soft power qui se fait à l'étranger. Maintenant, ils ont quand même un cumul d'expérience en matière de libération et de prise et de questions d'otages parce qu'ils ont négocié avec le Taliban et les Américains, entre les Iraniens et les Américains. On se rappelle également de la libération de 2 journalistes français en 2004, Malbrono et Cheno, en Irak. Donc effectivement, il y a quand même une expérience chez les Qataris, un savoir-faire, on va dire, en matière de négociation, de médiation dans les négociations de prise d'otages. Selon un diplomate israélien de haut rang cité dans le journal Times of Israel, les États-Unis et les pays européens pousseraient l'État hébreu à retarder son offensive terrestre dans la bande de Gaza pour justement permettre la libération d'un maximum d'otages. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est possible et c'est une option qui est très intéressante. Maintenant, il faut savoir quand même que hier, après la libération de 2 Américains en fait par la médiation du Qatar, on sent quand même dans la pression, dans la presse israélienne, qu'il y a une prédilection qui est donnée aux binationaux. C'est-à-dire que là maintenant, les puissances internationales, notamment la France, s'intéressent à ses propres citoyens. Donc maintenant, la pression, c'est que pour les citoyens purement israéliens, d'accord ? Là, il y a une pression qui est très très forte. Est-ce qu'ils vont être les derniers normalement libérés ? Ça sera avec quelle contrepartie ? Avec quel prix donné au Hamas ? Et donc, il y a une pression qui est très forte dans la politique interne en Israël,
sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou précisément, sur cette question. Pour certains Israéliens, notamment quand je vois des journaux comme Haaretz ou comme Ma'arif, on a l'impression que cette guerre pour Israël, elle est déjà perdue. Il faut réfléchir à la prochaine guerre et il faut réfléchir à aussi comment gérer une crise politique qui est reportée, parce qu'on voit quand même que l'avenir de Benjamin Netanyahou, il est également lié à cette offensive militaire. Alors, on le disait tout à l'heure, Israël qui a donc l'intention d'intensifier ses frappes dans la bande de Gaza. Dans ce conflit face au Hamas, la cellule Vrai ou Faux de France Info a voulu vérifier une information selon laquelle l'armée israélienne préviendrait systématiquement les civils avant ces frappes. Alors, est-ce que c'est vrai? On voit cela tout de suite avec Anaïs Kroutz. L'armée israélienne l'affirme. Les populations civiles sont prévenues lorsqu'elles frappent des cibles à Gaza. Ici, par exemple, le porte-parole arabophone de Tsahal s'adresse aux habitants en précisant les quartiers ciblés. Résidents de la bande de Gaza, faites attention. Les opérations du Hamas obligent Tsahal à opérer dans votre lieu de résidence. Pour votre sécurité, vous devez quitter votre lieu de résidence immédiatement. Et ces alertes se font aussi par des tracts largués sur des quartiers d'habitation. C'est ce qu'on voit sur ces images, partagées par le compte officiel de l'État d'Israël. Pour cet ancien correspondant à Jérusalem, ces alertes sont bien réelles. Ça peut être très souvent des appels téléphoniques sur les téléphones fixes ou les téléphones portables. Ça peut être aussi des SMS. Et puis ça peut prendre la forme qu'on a vue, c'est-à-dire le roof knocking, qui est en français un coup de semonce, où on envoie un missile vide, donc un morceau de métal, sur le toit d'un immeuble pour prévenir les habitants que l'immeuble va être frappé par un missile pour le coup chargé et qu'ils ont une dizaine de minutes ou un quart d'heure pour s'enfuir. Des techniques d'avertissement qui existent bien donc, mais les civils sont-ils systématiquement prévenus avant chaque frappe? L'armée israélienne dit avoir largué 6000 bombes en quelques jours. Nous avons pu joindre un habitant du sud de l'enclave palestinienne. Selon lui, peu d'alertes parviennent réellement jusqu'à la population. Imaginez par exemple s'il y a une famille qui n'a pas de téléphone, imaginez qu'il n'y a pas de réseau. Alors comment cette famille elle va faire? Je constate très très bien que les attaques, ils ont ciblé des civils dans leur maison sans avertissement. Comme l'affirme cet habitant, des frappes israéliennes ont-elles alors pu se produire sans avoir été notifiées? Nous avons analysé un cas en particulier, le bombardement du 10 octobre dans le quartier de Rimal. Ce jour-là, un immeuble résidentiel, la Tour Babel, est touché par une frappe. Mais d'après ce témoin, les habitants de l'immeuble n'ont pas été avertis par l'armée israélienne qui ciblait un autre bâtiment. On nous a prévenu qu'il fallait évacuer la tour Hadji, où se trouvent des entreprises. 10 à 15 minutes plus tard, pendant que les gens étaient encore en train d'évacuer, un autre bâtiment, la tour Babel, située à 500 mètres, a été touché. Le bombardement se serait donc produit à plusieurs centaines de mètres du lieu annoncé par Tsahal. 3 journalistes palestiniens et d'autres civils ont été tués. Interrogé par nos confrères de CNN qui se demandent si les avertissements de l'armée israélienne ont cessé, l'un des porte-paroles se défend de cette manière. Lorsqu'ils sont entrés et ont jeté des grenades sur nos ambulances, ils n'ont pas lancé d'avertissement. C'est la guerre, l'échelle est différente. Le porte-parole reconnaît donc à demi-mot que le système d'alerte n'est plus automatique, vu l'intensité des bombardements sur la bande de Gaza. Et on apprend à l'instant que 55 personnes ont été tuées donc à Gaza à la suite de l'intensification de ces bombardements israéliens. L'armée israélienne qui a donc prévenu justement à intensifier ces frappes. On en parlait à l'instant, Younes Belfella, l'armée qui préviendrait justement avant de frapper sur place. Plus de 4000 morts côté palestinien dans la bande de Gaza, dont 1600 enfants. Pourquoi autant de victimes si justement on prévient? Je dirais la situation elle est déjà très compliquée. On sent parfaitement que c'est les civils qui payent clairement la facture, on va dire, de cette guerre des deux côtés, pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Maintenant, l'intensification de cette opération militaire va amener à avoir encore d'autres dégâts. Et c'est pour cette raison que je trouve que effectivement l'objectif qui était déclaré par l'armée israélienne de dire qu'on est en train de combattre le Hamas, excusez-moi, mais les dirigeants de Hamas ne sont pas dans la bande de Gaza, ils sont à Doha. Et donc effectivement, c'est des civils maintenant qui sont en train de payer les pots cassés de cette guerre. En même temps, j'ai juste un petit commentaire par rapport
par rapport au reportage, c'est-à-dire que effectivement, la question de la communication et la propagande, elle est très importante parce qu'on est quand même dans une guerre qui est très hybride et même le Hamas, ils sont très très forts sur cette question de propagande, sur les images, sur le fait de jouer sur l'émotionnel, sur l'image victimaire. Et donc, la question de la communication, elle est très très intéressante. Et effectivement, je crois que c'est un des rôles normalement des journalistes et de toutes les chaînes de télévision, même tous les médias en fin de compte, c'est de travailler beaucoup sur la question des fake news qui partent de cette guerre. Et c'est le travail de la cellule justement vrai ou faux, dirigée par Julien Pin sur France Info, l'armée israélienne qui a aussi affirmé avoir tué aujourd'hui, lors d'une frappe aérienne, des terroristes s'abritant dans une mosquée, dans le souterrain d'une mosquée, la mosquée Al-Ansar de Jénine, en Cisjordanie, occupée précisément. Ce qui vient justement confirmer que les chefs du Hamas ne sont pas forcément dans la bande de Gaza. Le dirigeant est d'ailleurs au Qatar, précisément à Doha. Mais ça fait quand même un signe qui est très fort parce que c'est un indicateur qu'on est sur plusieurs fronts. C'est-à-dire il y avait une grande tension hier sur le front du Nord avec le Hezbollah. Il y a la Cisjordanie actuellement qui a bougé cette semaine avec des manifestations et avec un refus de la décision israélienne. En même temps, Israël n'a pas cessé de frapper des objectifs syriens, notamment certains aéroports ou certains objectifs justement, de logistique. Les aéroports de Damas et d'Alep sont hors service. Là, je crois que l'explication, c'est que ça représente également des intérêts pour les Iraniens. On a quand même constaté que durant cette semaine, il y a beaucoup de combattants qui viennent de l'Irak et qui viennent du Yémen, qui passent par la Syrie pour être préparés pour une entrée de guerre, au cas où le Hezbollah rentre d'une façon déclarée dans cette guerre. C'est pour cette raison que voilà, le risque en fait d'embrasement et de l'extension de cette guerre, il est omniprésent. Et je crois que le rôle de la communauté internationale actuellement n'est pas encore à la hauteur de l'intensification de cette guerre. Et les États-Unis qui annoncent renforcer leurs moyens militaires au Moyen-Orient, justement avec des défenses antimissiles. Et l'armée israélienne qui prévient justement le Hezbollah, qui risque donc d'entraîner le Liban dans cette guerre dans laquelle elle ne tirait aucun profit. Fin de citation, précisément. On n'a plus le temps, on aimerait justement en parler beaucoup plus longtemps. Younes Belfalla, merci d'avoir été notre invité dans la matinale week-end de France Info. C'est le